Bonjour à tous. Dans le cadre de cette formation continue en biologie clinique sur l'assurance qualité, je vais vous parler de l'évaluation des risques dans le laboratoire de toxicologie. Je vais tout d'abord vous faire un bref historique de notre service et de l'accréditation. Donc, depuis 1999, la toxicologie clinique est accréditée pour certaines analyses. Au début, c'était pour l'AXIM, si je me souviens bien, selon la norme ISO 17025. Et puis est venue la norme ISO 1589 qui était dédicacée au laboratoire de biologie clinique, et nous avons basculé sur cette norme-là dans le cadre de la toxicologie clinique. Au début des années 2000, vers 2004-2005, nous avons commencé à accréditer des analyses dans le cadre de la toxicologie médico-légale. Et là, nous avons utilisé comme référentiel le référentiel ISO 17025 qui était déjà mis en place dans notre laboratoire. Et c'était logique puisque on ne fait pas du soin aux patients en toxicologie médico-légale, on va plutôt chercher les causes d'un décès ou savoir si une personne est sous influence au moment où il a commis un fait, par exemple. Alors, la norme 17025 a toujours été plus exigeante que la norme ISO 1589 d'un point de vue analyse de risque. Donc cela fait très longtemps, je dirais au moins 10 ans, que dans le laboratoire, on quantifie les risques que l'on a identifiés au sein du laboratoire. Et comme on traite exactement de la même façon les analyses de toxicologie clinique et de toxicologie médico-légale, on a fait une analyse de risque assez poussée pour les deux, que ce soit pour la norme 1589 et 17025. Alors depuis qu'on a une nouvelle version de la norme ISO 1589, on est devenu pratiquement aussi exigeant pour l'ISO 1589 que pour l'ISO 17025, et nous ça nous a pas tellement embêté puisque on était prêt depuis longtemps, et au fur et à mesure des différents audits externes que nous avons eus, on a amélioré petit à petit notre analyse de risque. Nous avons aussi au sein du laboratoire une petite unité qui est une unité qui fait des analyses précliniques. Donc par exemple, quand on met un médicament sur le marché, on va d'abord faire des tests chez les animaux et on fait, nous, des analyses de ce médicament dans des prélèvements qu'on a fait sur les animaux. Cette petite unité est accréditée selon les bonnes pratiques de laboratoire, donc selon la norme GLP, et je ne vous en parlerai pas dans le cadre de cet exposé. Les 4 dias qui vont suivre vont être assez embêtantes d'un point de vue visuel et peut-être aussi d'un point de vue auditif, je m'en excuse à l'avance, mais je dois un tout petit peu vous dire ce que demandent là ou les normes, et je vais commencer par la norme ISO 1589, et la gestion des risques est abordée dans les points 5.6 et 8.5 de la norme. Tout d'abord le point 5.6 qui parle de la gestion des risques. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le laboratoire doit être capable de mettre en œuvre et de tenir à jour des processus qui permettent d'identifier les risques de préjudice pour les patients et les opportunités d'amélioration de la prise en charge des patients, qu'il doit définir des actions visant aussi bien à traiter les risques que les opportunités d'amélioration, et qu'en plus le directeur de labo doit s'assurer que l'efficacité de ces processus est évaluée, que les processus sont modifiés lorsque ceux-ci s'avèrent inefficaces. Le point 8.5, là on parle des actions à mettre en œuvre face aux risques et aux opportunités d'amélioration. Tout d'abord, il faut identifier les risques et les opportunités d'amélioration, et il faut les associer aux activités du laboratoire pour prévenir ou réduire les effets indésirables et les défaillances éventuelles des activités du labo, s'améliorer en exploitant les opportunités d'amélioration, assurer que le système de management atteint les résultats escomptés, réduire les risques pour la prise en charge des patients et faciliter la mission et l'atteinte des objectifs du laboratoire. Le point 8.5.2, lui, il parle des actions sur les risques et des opportunités d'amélioration.
Donc là, on doit hiérarchiser et maîtriser les risques identifiés. Les actions mises en œuvre face aux risques doivent être proportionnelles à l'impact potentiel sur les résultats d'examen du laboratoire et sur la sécurité du patient. Le labo doit enregistrer les décisions prises et les actions mises en œuvre face aux risques et opportunités. Le labo doit intégrer et mettre en œuvre dans son système de management les actions pour répondre aux risques et opportunités d'amélioration identifiées et évaluer leur efficacité. Alors, il y a différentes notes qui nous aident à comprendre ce que la norme souhaite. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'aucune méthode de gestion des risques particulière n'est exigée. C'est-à-dire que les labos peuvent gérer les risques comme ils veulent, à condition de respecter la norme. En ce qui concerne la norme ISO 17025, c'est le point 8.5 qui parle de l'analyse de risque et il s'intitule « Action à mettre en œuvre face aux risques et aux opportunités ». Le laboratoire doit tenir compte des risques et des opportunités liées aux activités du laboratoire pour s'assurer que le système de management atteint les résultats escomptés, pour accroître les opportunités et atteindre les objectifs du laboratoire, prévenir ou réduire les effets indésirables et les défaillances et s'améliorer. Le point 8.5.2, le laboratoire doit planifier les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités et en intégrant et en mettant en œuvre ces actions au sein du système de management et en évaluant l'efficacité de ces actions. De nouveau, il n'y a pas d'exigence concernant des méthodes formelles de management du risque. Donc, du moment que la façon dont on procède répond aux exigences de la norme, on peut faire un peu comme on veut. Les actions mises en œuvre face aux risques et opportunités doivent être proportionnées à l'impact. Et il faut identifier et éviter les menaces et prendre le risque afin de saisir une opportunité, éliminer la source du risque, modifier la probabilité d'apparition ou les conséquences, partager le risque ou maintenir le risque sur la base d'une décision éclairée. Alors, pour répondre aux exigences de la norme 17025 dans un premier temps, nous avons choisi d'utiliser la méthode Kinet, qui est plutôt une méthode utilisée pour évaluer les risques sur le lieu du travail. Et comment est-ce qu'elle fonctionne, cette méthode Kinet? En fait, le calcul du risque est effectué sur base de 3 paramètres, la probabilité, l'exposition et la gravité. Et le score du risque est égal à la probabilité fois la fréquence de l'exposition fois l'effet produit ou les gravités des dommages. La probabilité, c'est la chance qu'un risque survienne sans tenir compte des mesures de prévention. On peut la réévaluer en estimant la valeur des mesures de prévention. L'exposition tient compte de la durée et de la fréquence d'exposition à un risque. Et la gravité, c'est l'estimation des conséquences possibles. Et on parle des conséquences les plus graves si le risque se réalise. De cette manière, en tenant compte des conséquences les plus graves, le risque sera souvent surestimé. Alors, je vous ai mis une petite image parce que ça permet visuellement de voir comment on peut quantifier le risque. On considère que de 1 à 2, le risque est très limité. De 3 à 4, il y a une attention exigée. De 5 à 6, les mesures sont exigées. Entre 7 et 8, une amélioration immédiate est exigée. Et de 9 à 10, il faut stopper les activités. Alors, on a utilisé la méthode Kinet et on l'a un peu mise à notre sauce, à notre façon de faire. Et en pratique, comment est-ce qu'on a fait? On a considéré que la probabilité pouvait se calculer sur base du nombre d'analyses impactées. Donc si la probabilité du risque affecte 2 analyses sur 100, ou que le risque est pratiquement impensable, on va lui donner un score de 0,2. Si la probabilité du risque affecte 5 analyses sur 100,
qu'il est peu possible que le risque se produise, eh bien on va lui attribuer un score de 0,5. Possible qualifie un événement ayant autant de chances de se produire que de ne pas se produire. Si le risque affecte 10 analyses sur 100, bien là, il est possible, on lui affecte un score de 1. S'il affecte 30 analyses sur 100, ça veut dire que le risque est probable. Donc ça se dit d'un événement lorsqu'il y a de fortes chances qu'il se produise. Et là, on attribue un score de 3. S'il affecte 60 analyses sur 100, c'est un risque très probable, on affecte un score de 6. S'il affecte toutes les analyses, le risque est certain, il est effectif, il n'y a aucun doute qu'il ne va jamais se produire. Et là, on accorde un score de 10, qui est le pire score qu'on peut avoir pour la probabilité. Concernant l'exposition, bien, on a de nouveau mis 6 scores, 6 échelles à cette exposition. Donc, si l'exposition au risque est très rare, c'est moins d'une fois par an, on donne un score de 0,5. Si le risque en pratique se produit rarement, voire donc tous les ans par exemple, on va lui donner un risque de 1. S'il se produit parfois, tous les mois, un risque de 2. De temps en temps, toutes les semaines, un score de 3. Régulièrement, tous les jours, un score de 6. Et en permanence, tout le temps, un score de 10. Nous avons identifié pour la gravité 4 types de conséquences. Un délai de réponse augmenté, donc là on donne un score de 1. Une interprétation des résultats difficiles, on donne un score de 5. Une réalisation de l'analyse impossible, on va donner un score de 10. Et un résultat erroné, ce sera un score de 15. Donc, quand on multiplie les 3 paramètres, on obtient le score de risque, c'est le paramètre R. Si le R est inférieur à 20, nous on a considéré que le risque était faible. S'il est compris entre 20 et 100, on estime que l'attention est exigée. Et au-dessus de 100, des mesures sont exigées. Et donc ce n'est pas vraiment ce que la méthode de Quinet dit, c'est vraiment nous qui avons décidé de l'interpréter un peu à notre manière. Nous avons regroupé les risques possibles dans le laboratoire selon plusieurs thématiques. On a d'abord regardé les phases préanalytiques en toxicologie ML, donc médico-légale et en toxicologie clinique. On a regardé la phase analytique, la phase post-analytique de nouveau en médecine légale et en clinique, les locaux, le personnel et l'informatique. Je vais vous montrer quelques exemples par thématique. Tout d'abord, la phase préanalytique de la toxicologie judiciaire. J'ai pris comme exemple la réalisation d'un prélèvement d'une mèche de cheveux. Alors, quand est-ce qu'on va faire des analyses dans les cheveux? C'est quand on veut avoir une fenêtre de détection plus longue sur la consommation d'un individu. Donc, on considère que les cheveux poussent d'un centimètre à 1,5 cm par mois. Donc si j'ai une mèche de cheveux qui fait 6 cm, je vais pouvoir remonter aux 6 mois, même un peu plus, de passé de consommation de l'individu chez qui on a prélevé la mèche de cheveux. Alors tout ce qui est à la racine, les cheveux qui sont à la racine, ça va être la consommation récente de la personne, et plus on s'éloigne de la racine, plus on va vers la pointe, plus on va avoir la consommation de l'individu. Alors évidemment, pour interpréter correctement les résultats, il faut que la mèche soit correctement orientée. Donc la mèche de cheveux doit être correctement orientée avec les indications racine et pointe. Si ce n'est pas le cas, il est impossible de relier la concentration en xénobiotiques contenue dans le segment d'une mèche à la période de consommation. Alors, nous avons considéré que cette défaillance était un risque. La probabilité, elle a été calculée sur base du nombre d'analyses de cheveux dans le labo. Et donc, on a donné un score de 0,5. L'exposition, on l'a mise à 3 parce qu'en pratique, on est susceptible de réaliser une analyse de cheveux chaque semaine. La gravité, on l'a mise à 5 parce que l'interprétation des résultats va être difficile si on a inversé racine et pointe au niveau de la mèche de cheveux. Et on obtient un score de risque de 7,5.
Donc c'est un risque acceptable, il est en vert. Et donc on n'ira pas beaucoup plus loin au niveau de l'analyse de risque. On a quand même mis en place une mesure de maîtrise. Les mèches sont orientées à la réalisation du prélèvement. Une photo montrant là où les mèches de cheveux est réalisée directement après le prélèvement. Comme ça, même si la ficelle qu'on a mise se déplace, au moins on peut sur la photo revérifier comment était la mèche au départ avant qu'elle ne soit déposée dans l'enveloppe. Alors un autre exemple, c'est la phase préanalytique pour la toxicologie clinique. Donc on est obligé d'alicoter les échantillons dans notre laboratoire parce que pratiquement tous les échantillons subissent des extractions préalablement aux méthodes chromatographiques. Et donc quand on reçoit un tube qui vient du dispatching, on doit alicoter ce tube dans des tubes à extraction pour pouvoir réaliser la préparation des échantillons correctement. Alors sur les tubes d'extraction, on ne note pas le numéro de la bio parce que les technologues doivent régulièrement renoter ce numéro. Et donc on donne un numéro un plus court à chaque prélèvement. Et les différents échantillons sont renumérotés pour faciliter le travail des technologues. Et si le numéro apposé sur le tube utilisé pour réaliser les extractions n'est pas correct, fatalement les résultats seront attribués au mauvais patient. Alors là, comment est-ce qu'on a considéré ce risque? On lui a donné une probabilité de 3 parce que c'est le nombre d'analyses dans le laboratoire qui sont concernées par un alicotage. On fait tout le temps des extractions au laboratoire, donc on a une exposition de 10. Le risque est présent en permanence dans le laboratoire. Et la gravité, si on se trompe de numérotation, on va se tromper de patient. Et donc le résultat rendu sera erroné. Ce qui conduit à un score de risque de 450, donc il faut absolument que des mesures soient prises. Qu'avons-nous pris comme mesure? Lors de l'alicotage, le technologue vérifie que le numéro inscrit sur le tube correspond au numéro GLIMS initial. Et en plus, des barrières sont mises en place au laboratoire. On vérifie la concordance entre les résultats du test de dépistage et de la chromato. Et si on a un doute, au niveau d'une inversion dans le labo, on va confronter les résultats qu'on a obtenus aux données contenues dans le dossier médical du patient. Grâce à cette mesure de maîtrise, la probabilité n'est plus que de 1 et on a un score de risque de 150. Alors c'est un peu mieux, mais c'est toujours un risque dont il faut tenir compte en permanence dans le laboratoire. Voici un exemple de risque encouru lors de la phase analytique. Alors nous, on utilise du sang, de l'urine, du sérum, des cheveux free drug pour réaliser nos courbes de calibration. Et on va enrichir cette matrice free drug avec des concentrations connues de stupéfiants ou de médicaments par exemple. Alors, la nature du risque, c'est qu'il peut arriver que l'échantillon que nous utilisons pour réaliser les courbes de calibration soit positif pour l'une des substances que nous dosons. Et alors fatalement les résultats sont faussés puisqu'on va sous-estimer la concentration dans notre échantillon. La probabilité attribuée est de 3 parce qu'on enrichit des blancs pour faire nos courbes de calibration pour quand même pas mal d'analyses dans notre laboratoire. On réalise des courbes de calibration tous les jours, donc on a une exposition de 6. Et la gravité, c'est que l'interprétation des résultats va être difficile. On arrive à un score de 90, un score de risque de 90. On a mis en place une mesure de maîtrise, donc c'est-à-dire qu'on va passer des échantillons blancs, c'est-à-dire on va passer les échantillons qu'on a utilisés pour faire la courbe de calibration sans qu'ils aient été spikés avec des solutions mères. Et on va analyser ces blancs systématiquement dans chaque série d'analyses. La concentration de ce blanc est systématiquement contrôlée. En cas de positivité de l'échantillon, on va écarter tout de suite cet échantillon du laboratoire. On ne l'utilisera plus jamais pour faire des courbes de calibration. Bien, grâce à ça, on a une probabilité de 0,5
et on arrive à un score de risque de 15 qui rend ce risque tout à fait acceptable au quotidien dans le laboratoire. Un exemple informatique cette fois-ci, par exemple c'est l'installation d'une nouvelle version d'un logiciel. Bien, si on a une version d'un logiciel qui est pas terrible, qui n'a pas été bien testée précédemment, on pourrait avoir une perturbation de son bon fonctionnement et il pourrait ne plus avoir les mêmes fonctionnalités que dans la version précédente. Au niveau du risque, on a attribué à une probabilité de 0,5 parce qu'on ne change pas de version de logiciel très souvent. Et en pratique, on change moins d'une fois par an les versions des logiciels. Et la gravité qu'on pourrait avoir, c'est que les TAT soient augmentés. Donc on obtient un risque de 0,25 qui est tout à fait acceptable. On a une mesure de maîtrise qui est que les nouvelles versions sont testées préalablement à leur installation pour vérifier que les fonctionnalités du logiciel n'ont pas changé. Alors voici de nouveau une dia bien horrible. C'est juste pour vous montrer le genre de matrice que l'on obtient pour l'analyse de risque. Et on revoit cette matrice chaque année. Donc vous voyez que depuis 2021, les auditeurs nous ont demandé de vérifier l'efficacité de la mesure prise. Et donc chaque année, on doit revoir le risque, surtout si le risque est orange ou rouge. Si vous vous souvenez des 4 premières dias que je vous ai montrées, les 4 les plus horribles normalement, en tout cas j'espère, bien on a parlé d'opportunités et de menaces, donc la norme 17025 et 1589 dans une moindre mesure parle de l'identification d'opportunités et de menaces au sein du laboratoire. Alors, pour pouvoir identifier ces risques, ces opportunités et ces menaces, on a utilisé l'analyse SWOT et on a utilisé qu'une partie de l'analyse SWOT. Donc SWOT, qu'est-ce que ça veut dire? On a tout d'abord strengths, les forces. Ce sont des éléments internes positifs qui donnent un avantage sur la concurrence. Les faiblesses, donc weaknesses, ce sont les aspects internes à améliorer ou qui limitent la performance. Les opportunités, opportunities, ce sont les facteurs externes favorables que l'entreprise peut exploiter pour se développer, s'améliorer. Et les menaces, ce sont les éléments externes pouvant nuire à l'entreprise, la concurrence, les changements réglementaires par exemple. Et donc je vous ai dit, on a utilisé que la moitié de l'analyse SWOT. On va surtout s'intéresser aux opportunités et aux menaces. Pour les opportunités, on a aussi abordé plusieurs thématiques qui sont à peu près les mêmes que celles de l'analyse de risque. Donc on a la phase pré-analytique, la phase analytique, post-analytique, le personnel et l'informatique. Voici de nouveau quelques exemples d'opportunités. Concernant la phase pré-analytique, je vais vous parler de la réception des échantillons de toxicologie judiciaire. Donc, la nature de l'opportunité, c'est qu'en 2024, on pouvait déménager enfin dans nos nouveaux locaux et une pièce a été dédicacée à la réception des échantillons. Les policiers ne devront plus entrer dans le laboratoire, il y a un guichet dans cette nouvelle pièce et celle-ci pourra également servir à la préparation des échantillons fortement concentrés comme des plants de cannabis, des poudres de cocaïne, des comprimés d'ecstasy qui sont hautement dosés et qui pourraient éventuellement contaminer les échantillons plus faiblement dosés dans le laboratoire. Le bénéfice attendu de cette nouvelle pièce, c'est plus de confidentialité et moins de contamination. Et après notre déménagement, on a pu évaluer le bénéfice obtenu. Et donc, le local était conforme à nos attentes. Le guichet offre effectivement une sécurité par rapport à la nature sensible des échantillons que l'on reçoit. Ce local a un contrôle d'accès par badge, donc les documents ne sont plus accessibles à des personnes étrangères au service. Et il permet également de traiter des échantillons fortement concentrés et ça permet effectivement de limiter le risque de contamination des échantillons biologiques dans les autres laboratoires. Un exemple d'opportunité pour la phase post-analytique, c'est l'impression des données brutes. Donc depuis 2023, les données brutes ne sont plus imprimées mais stockées en format PDF sur un serveur centralisé du laboratoire.
Le bénéfice attendu, c'est moins d'impression. Donc on a une économie d'argent et aussi un impact plus limité sur l'environnement. Les résultats sont disponibles instantanément pour les personnes qui doivent les consulter, les biologistes, les assistants, les technologues. Et effectivement, c'est le bénéfice qu'on a obtenu. On a pu connecter la plupart de nos machines, sauf 2 qui étaient trop vieilles. Et donc maintenant, il y a 4 fois moins de papier consommé au laboratoire grâce à cette opportunité. Autre opportunité qu'on a pu saisir en 2024, on a pu promouvoir un technologue à la fonction de responsable technique dans le labo. Et le bénéfice attendu, c'était qu'il y ait plus de communication entre les technologues et les responsables du labo par le biais du chef technologue. Différentes tâches en plus lui ont été attribuées, comme la gestion des appareils, la gestion de l'informatique et l'aide à l'assurance qualité. Et effectivement, on est très content de notre nouveau responsable technique qui joue très bien son rôle. De nouveau, voici un tableau qui n'est pas très lisible. Donc c'est juste pour vous montrer ce qu'on obtient comme genre de petit tableau Excel pour les différentes opportunités qu'on a répertoriées dans notre laboratoire. Alors, on a aussi répertorié les menaces puisque c'était demandé par la norme 17025. Et ici, on a utilisé une analyse PESTEL, qui est un cadre qui aide les entreprises à évaluer les facteurs externes qui peuvent avoir un impact sur leurs opérations. On pourrait très bien utiliser cette analyse PESTEL aussi pour les opportunités. Il n'est pas dit qu'un jour je ne changerai pas. Et donc PESTEL, c'est l'acronyme de quoi? De politique économique, sociale, technologique, environnementale et légale. De nouveau, je vous ai répertorié quelques menaces comme exemple. Tout d'abord, une menace politique, légale, j'ai regroupé les deux. Eh bien, le barème justice, depuis très longtemps, le barème justice évolue peu au fil des années, alors que la charge administrative a explosé. Depuis 2 ans et demi, maintenant, la gestion des factures se fait par le secrétariat du service. La menace, c'est que le secrétariat assume des tâches qui dépendaient du SPF Justice auparavant, et ça entraîne une surcharge de travail pour les secrétaires du service. Une menace économique, c'est la législation IVDR qui va nous obliger à acheter des réactifs commerciaux plus coûteux que nos réactifs utilisés dans nos méthodes homemade. Et donc ça va nous coûter du temps et de l'argent. Et certaines firmes pourraient arrêter la commercialisation de certains kits si ces kits ne sont pas rentables. Et là, on évaluera la menace quand l'IVDR sera bien effective. Et donc, j'avais mis à évaluer en 2026, mais c'est encore reporté pour les tests homemade. Une menace sociologique, c'est la pénurie d'infirmiers. Et donc cette pénurie entraîne que 50 lits sont fermés au CHU, que ça diminue les rentrées globales de l'hôpital, mais aussi les rentrées des laboratoires. Une menace technologique, c'est qu'on a 3 machines au laboratoire qui deviennent vraiment âgées, et les firmes ne veulent plus les couvrir avec un contrat Omnium. Et donc, si on a beaucoup de pannes pour ces machines âgées, on va avoir du mal à les réparer et en plus leur réparation va nous coûter assez cher. Donc il faut absolument qu'on envisage de remplacer ces machines bientôt. Une autre menace, ce sont les chantiers qu'on a très souvent autour du CHU. Et ces chantiers découragent un certain nombre de patients à venir au CHU. Ça a un impact direct sur les budgets de l'hôpital et des laboratoires. Et là, on a un nouveau chantier qui est commencé là depuis début mai et on va devoir voir son impact sur le long terme. Bien, voici un petit résumé de notre fichier Excel qui reprend les menaces que l'on a au laboratoire, que l'on a répertorié pour le laboratoire de toxicologie. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle n'était pas trop théorique
Et comme nous ne sommes pas en direct, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par téléphone. Et je vous souhaite une bonne après-midi et un bon week-end.